Bonjour à tous, bienvenue sur la recette RH. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le passionnant monde des ressources humaines et explorer ensemble les droits, les obligations liées au recrutement. Si vous êtes prêts, commençons. Donc nous allons commencer par l'information obligatoire. Donc il faut savoir que lorsqu'un nouveau poste est à pourvoir, l'employeur a en principe la liberté de choisir la personne qu'il souhaite embaucher. Cependant, il existe des situations où une diffusion d'informations en interne est nécessaire. C'est le cas notamment si un salarié est à temps partiel et qu'il souhaite passer à temps plein, si le salarié est à temps plein et qu'à l'inverse, il souhaite passer à temps partiel, mais également en cas de salarié en télétravail qui souhaite revenir en présentiel. C'est également le cas pour le travailleur de nuit qui souhaite passer sur un poste de jour et également pour les salariés en CDD qui auraient plus de 6 mois d'ancienneté et qui en feraient la demande, c'est-à-dire qui demanderaient à l'employeur quels sont les postes à pouvoir disponibles en CDI dans l'entreprise. Voilà, vous avez également toutes les références du Code du travail si vous voulez aller plus loin dans les articles. Donc, on voit que l'employeur est libre, mais c'est quand même assez cadré. Cette obligation d'information n'est évidemment pas valable en cas de primo-employeur. C'est le cas dans les entreprises où il y a déjà plusieurs salariés. Nous allons passer ensuite à l'obligation de réembauchage. Donc, il faut savoir que lorsque le salarié est licencié pour motif économique ou que le salarié est démissionnaire au terme d'un congé de maternité ou d'adoption, celui-ci bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'1 an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Encore une fois, cette obligation n'est valable n'est pas valable en cas de primo-employeur. Il faut également noter qu'il y a des obligations de formation. Donc la formation à la non-discrimination à l'embauche est un engagement essentiel pour les entreprises. Toutes les entreprises de plus de 300 salariés et celles spécialisées dans le recrutement doivent dispenser cette formation à leurs employés chargés des missions de recrutement au moins une fois tous les 5 ans en vertu de l'article L1131-2 du Code du travail. Alors, concernant toujours la lutte contre la non-discrimination, il faut savoir qu'il y a une obligation d'affichage. Donc effectivement, dans le cadre de la lutte contre les discriminations, celle-ci exige un affichage obligatoire des textes des articles 225-1 à 225-4 du Code pénal dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux où se font les embauches conformément à l'article L1142 du Code du travail. Donc on vient d'en parler, effectivement, il n'est pas possible d'avoir des biais discriminatoires au moment du processus de recrutement. C'est l'article 1132-1 du Code du travail qui va poser en fait tous les motifs qui sont jugés comme discriminatoires. On va retrouver par exemple, je ne vais pas tous les faire, je vous laisse prendre le temps de lire tranquillement la fiche, mais comme motif discriminatoire, vous avez l'origine, le sexe, l'âge, la situation de famille, etc. Au niveau des ressources, il faut savoir que pour les petites entreprises, il y a des aides qui peuvent exister. Donc, notamment, vous avez les acteurs de l'emploi avec France Travail, anciennement Pôle emploi, l'APEC, donc là c'est un job board qui est plutôt dédié au recrutement de profils cadres. Vous avez également la GFIP en cas d'embauche de personnel en situation de handicap. Vous avez également les cabinets de recrutement ou les chasseurs de tête qui peuvent être des sources importantes de recrutement.
Et vous avez également les entreprises de travail temporaire. Il faut savoir aussi qu'il existe un dispositif qui s'appelle la prestation en conseil RH, donc ce qu'on appelle PCRH, et qui est dédié exclusivement aux TPE et aux PME. Voilà, donc c'est un dispositif à destination des petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés. C'est un dispositif qui offre une aide précieuse au déploiement de la politique de recrutement et de la marque employeur. Cette prestation peut être prise en charge jusqu'à 100% par la DRITS en cofinancement avec l'OPCO en fonction du projet et des critères d'éligibilité en fait. Voilà. Il est à noter que ce dispositif n'intervient pas que sur le recrutement, mais peut également couvrir d'autres thématiques, à savoir la GPEC, donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les modalités d'intégration des salariés dans l'entreprise et la fidélisation. Elles peuvent également accompagner les PME, TPE aux mutations RH liées aux transitions numériques, écologiques, etc. Aider sur des thématiques d'organisation du travail, d'amélioration du dialogue social et également aider à la professionnalisation de la fonction RH dans l'entreprise. Voilà, donc c'est un dispositif qui n'est pas forcément très connu et que je voulais évoquer aujourd'hui avec vous. Concernant maintenant la partie offre d'emploi et procédés de sélection, il est à noter que les offres d'emploi peuvent être anonymes ou non, mais, comme évoqué précédemment, elles ne doivent faire mention d'aucun motif discriminatoire conformément à l'article L53-32-2 et l'article 1132-1 du Code du travail. Elles doivent être rédigées en français, être exhaustives et transparentes, comportant les caractéristiques du poste et le profil du candidat recherché. Voilà. Donc plus largement, également, il faut savoir qu'il y a une obligation de transparence, c'est-à-dire que un employeur ne peut pas diffuser des annonces factices ou mensongères. Voilà. Également, elles ont l'obligation d'être datées, et pour les entreprises de travail temporaire, il faut bien qu'elles mentionnent expressément la nature de leur entreprise de travail temporaire. Au niveau du procédé maintenant, il faut savoir que lorsque nous abordons le procédé de sélection, il est crucial de respecter le règlement général sur la protection des données, donc ce qu'on appelle la RGPD, lors du recueil et de l'usage des données du candidat. Ces données doivent être directement liées à l'emploi proposé ou à l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat a une obligation de bonne foi, en fait, c'est-à-dire que l'employeur s'engage à respecter un certain nombre de normes lors du recueil et l'usage des données, mais en contrepartie, le candidat s'engage également à être le plus honnête possible dans ses réponses. Il faut également être attentif aux questions posées lors des entretiens et éviter celles qui pourraient être tendancieuses ou discriminatoires. Il est à noter également que les méthodes et techniques de recrutement employées doivent être portées à la connaissance d'une part du CSE, mais également du candidat, et que les résultats obtenus doivent rester confidentiels conformément à l'article L11221-8 du Code du travail. Cela veut dire effectivement que, par exemple, un contrôle de référence ne peut pas être sauvage et doit faire l'objet d'une entente préalable avec le candidat. C'est-à-dire que le candidat doit être informé de l'intention de l'employeur que de procéder à un contrôle de référence.